Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence ce webinaire en attendant qu'il y ait encore des gens qui se connectent. Quelques petits mots d'introduction et puis ensuite je laisserai la parole aux étudiants du master IWS. Donc ce webinaire, il est organisé dans le cadre de la semaine de l'eau H2O Lyon. Donc H2O Lyon, c'est une école universitaire de recherche qui regroupe à Lyon tous les masters sur les sciences de l'eau et les laboratoires de recherche qui travaillent sur l'eau douce d'une manière très large, en essayant de porter et de favoriser l'interdisciplinarité, le lien avec les acteurs des territoires, également le lien avec l'international, et puis d'associer la formation à la recherche. Et donc, dans ce cadre-là, on porte un master qui s'appelle Integrated Watershed Sciences. Et dans le cadre de ce master, les étudiants ont comme projet durant l'année d'organiser des webinaires. Donc, cette année, leur thématique a été sur l'utilisation de l'IA pour les sciences de l'eau. Et donc, ils ont proposé 2 webinaires. Je vais ensuite leur laisser la parole. Donc, ça va être Kevin Vical qui va faire l'animation. Mais dans ce groupe d'étudiants, il y a également 4 autres étudiants. Je pense que peut-être qu'ils se présenteront à la fin. Donc Mathis Pourva, Ricardo et Sampada. Et voilà, je vais te passer la parole du coup à Kevin pour la suite du webinaire. Merci Claire-Lise. Euh, alors du coup, aujourd'hui, on a préparé un webinaire sur le thème de l'intelligence artificielle et le remote sensing pour monitorer les rivières. Pour ce qui est des intervenants qu'on a prévus aujourd'hui, donc on a Simone Bizzi, qui est associate professeur à l'Université de Padova et qui a publié de manière extensive sur le sujet du remote sensing et de la géomorphologie fluviale notamment. Et puis on a deux candidats en doctorat qui sont Isabelle Brichetto et Leo Helling, qui sont aussi voilà, en doctorat sur ce sujet-là. Comme l'a dit Claire-Lise, je vais faire l'animation pendant ce webinaire, mais on est une équipe d'étudiants derrière, donc voilà, peut-être que les autres se présenteront à la fin du webinaire pour Va, Ricardo, Mathis et Sampada qui nous ont aidés dans la préparation de ce webinaire. Voilà, je vais laisser peut-être Isabelle et Léo se présenter à leur tour et puis commencer peut-être leur présentation. Okay, so thanks. Donc, And so comme how Kevin vous l'a my dit, je studying is, suis I'm a thésarde PhD student dans in l'ingénierie environnementale environmental et here at the j'étudie à University of l'Université Politecnico di polytechnique de Torino, Turin. located in Italy. Particulièrement, In particular, comme vous le as verrez you ensuite, see after, je I'm focalise mes focusing recherches my sur les research rivières on non-porous les rivières rivers. non pérennes, So is le the domaine field notamment of de la dynamique des surface eaux de water surface, dynamics, mais nous but we will entrerons enter plus tard in dans ce this sujet. later on. À l'heure actuelle, For now, firstly, I will je vais present faire une présentation avec together with Léo, un Leo survol an overview de on mapping la the flow cartographie de that is l'eau the dans first le part monde, of the donc, webinar qui est on AI un and petit remote peu la première sensing partie at de the river notre service. exposé. Donc, commençons à So let's réfléchir start à talking l'eau about d'un water point de vue très from a général. very general point of view. Toutes les All vies life sur on Terre, water depends. toute la vie sur Terre All life de on l'eau. Earth depends on water for its Mais de system. combien But how d'eau much water is disposons-nous present sur la in our planète? Bon, planet? en fait, Well, actually, the 70% de la 70% surface de of la the Terre planet's est surface couverte is d'eau. covered by water. Les trois The sphères three bleues hemispheres représentent le volume represent relatif relative volumes d'eau of sur Earth's Terre par water in rapport à la comparison to the surface du size globe. of the globe. L'eau occupe Water une occupies a very couche très thin and superficielle en superficial fait de la layer planète, ce of our qui planet, and explique this les explains différences de such volume. differences in volumes. Donc, si l'on regarde So, la looking première at bulle, the la plus first grande, bubble, the ceci largest one, représente it toute represents l'eau all sur water Terre, on y Earth, compris l'eau including douce, salty l'eau and fresh salée et water tout ce que and in l'on peut every trouver. physical Vous state. pouvez, vous voyez que As you can les imagine, océans sont the bien sûr oceans are la the plus grande largest partie share de of cette this bulle et bubble, euh, and just the seulement remaining 2,5% 2.5% de of the l'eau total water mondiale est is de l'eau fresh douce et water, la majorité de and cette eau the est majority of it is bloquée locked dans and les locked glaciers in et glacier dans and les ice pôles. caps.
Si nous voulons maintenant considérer simplement l'eau liquide, en fait, il faut regarder le deuxième sphère. La deuxième sphère, la petite bleue, vous voyez, ce sont les ressources que nous utilisons pour toute forme de vie, végétation, animaux, humaine, pour notre vie sur Terre. Si l'on prend en considération maintenant simplement l'eau de surface et liquide, nous nous retrouvons avec la troisième toute petite bulle, vous voyez, qui représente 0,007% de la première. Et donc, l'eau de surface est essentielle, bien sûr, pour les systèmes hydriques, pour la biodiversité, pour les activités, l'agriculture, l'énergie, etc., etc. Donc, nous nous en remettons à un bien qui est rare. Et pour cela, c'est pour cela qu'il est important de bien étudier cette distribution. Euh, Et en fait, la réponse, c'est que pour répondre aux besoins humains, tout en préservant la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques. Mais est-ce qu'il y a assez d'eau sur Terre ou pas? En fait, oui, pratiquement, parce que même si bien sûr, il y a des grandes différences géographiques et des disponibilités différentes en termes de zones. Et donc, comme vous allez le voir, nous allons avoir nous allons représenter une image statique des distributions dans les différents compartiments d'eau. Mais comme vous pouvez vous y attendre, l'eau, en fait, est fortement dynamique, elle n'est pas statique. Et donc, elle change d'état, hein, mais également sa forme et ses positions. Et bien sûr, elle va déterminer également et elle va définir un très beau cycle de l'eau. Donc, le cycle de l'eau est un cycle continu, un mouvement qui se produit naturellement dans l'atmosphère, la biosphère et la géosphère, ou la lithosphère, par le système climatique qui vont passer des formes liquides, solides et gazeuses. Et bien sûr, le, à l'origine, il y a d'abord la température qui va créer la solaire qui va créer le mécanisme d'évaporation qui vont conduire ensuite à la création de nuages, etc., de pluie. Et donc, il y a des pluies qui vont tomber. Et une fois qu'elle est revenue à la surface, cette eau ensuite peut entrer dans le sol, pénétrer le sol, recharger des nappes phréatiques ou s'écouler à la surface par des ruissellements, des rivières et revenir encore une fois dans les océans pour répéter ce cycle. Bien sûr, voici en gros ce que vous avez. Voilà. Mais comment est-ce ce que veut dire le mot cartographie, mapping, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, quand on fait référence à l'eau douce, le cartographie, c'est le processus qui nous permet d'identifier, mesurer, de suivre l'emplacement, l'étendue et les caractéristiques de masse d'eau. Et c'est très important pour bien comprendre les conditions des ressources hydriques ainsi que tous les points et questions qui s'y rapportent. Quels sont les outils que nous pouvons utiliser maintenant pour faire de la cartographie d'eau ou la cartographie de l'eau douce? La réponse est une combinaison de télédétection, de systèmes d'information géographique, mais également de, de capteurs au sol qui sont et de relevés, et bien sûr de la modélisation hydrologique qui est faite, qui prend en compte tous les éléments de dynamique. Si on constate les données satellitaires qui sont utilisées pour l'eau douce, vous avez ici la mission GRASS de la NASA. Donc, elle a été lancée en 2002. L'objectif était d'abord de cartographier la manière dont la distribution d'eau douce évolue sur la planète. Les satellites vont mesurer indirectement les variations des champs gravitationnels de la Terre entraînés par les mouvements des masses d'eau. Et bien sûr, ceci illustre l'épaisseur de l'eau sous forme liquide mesurée dans le temps dans certaines régions. Les ressources hydriques sont stables
alors que dans d'autres régions, bien sûr, il peut y avoir soit une augmentation ou une diminution de quantité d'eau douce. Et donc, les causes de ces anomalies peuvent être naturelles, mais elles peuvent également être anthropiques, liées, par exemple, à des problèmes de perte des nappes phréatiques, à l'irrigation ou aux éléments de changement climatique. Mais pour nous, ce qui nous intéresse est plus lié à l'observation terrestre, de même si c'est un autre mode d'intervention, il faut parler de la mission Landsat qui d'abord fait une observation de la surface du globe avec une haute résolution, avec une résolution de 30 mètres. Hein, et grâce à les données Landsat, euh, Pickens et al. Ont identifié les variabilités spatio-temporelles de l'eau de surface dans le monde sur 3 décennies. Ils ont effectué une classification basée sur pixels. Avant que cette étude, on savait que l'eau se déplace, mais nous n'avions pas une façon à haute résolution de voir exactement comme l'eau apparaissait ou disparaissait. Ces images sur la gauche, l'image de gauche, pardon, vous montre la transition entre 84 et 2015 de présence d'eau sur la mer d'Aral et sur un plateau tibétain en bas. Donc, ces deux images, vous voyez de l'eau permanente, saisonnière et éphémère. Le travail de Pickens et al. Donc, est une continuation de cette approche. Donc, elle se focalise notamment sur les dynamiques et qui définissent l'incertitude de la classification et qui définit s'il y a des gains ou des pertes en eau en fonction des saisons notamment. Mais maintenant, pour en savoir un peu plus sur les satellites et voir comment ils fonctionnent, je donne la parole à Léo qui va prendre la suite. Merci Isabelle. Maintenant, pour comprendre comment les satellites, comment ces données sont produites à partir des cartes que vous venez de voir, et pour donner la place à notre prochain exposé, nous allons vous donner une brève introduction des satellites et comment le système de machine learning, donc d'apprentissage de machine, permet de travailler sur ces images satellitaires dans cet exposé. On va parler seulement de senseurs passifs, de capteurs passifs, donc des données qui sont mesurer la réflexion solaire qui est réfléchie donc vers les satellites. Donc bien sûr, contrairement aux capteurs actifs qui émettent leur propre énergie. Lorsque vous regardez le spectre de radiation électromagnétique, vous voyez que avec l'homme, la vue de l'homme ne donne qu'une très faible partie de ces radiations. Les satellites nous permettent en fait de mesurer une plus grande partie de ces radiations et particulièrement ceci nous permet de mieux cartographier l'eau. Pour vous aider à comprendre, il faut voir que différentes surfaces de la Terre sont couvertes par différentes végétations et vont modifier la radiation et la réflexion. Par exemple, si vous regardez ici le béton, bien sûr, et il a une haute valeur de réflectance sur toute la plage de longueur d'onde que l'on peut mesurer par satellite. Alors que, par exemple, vous voyez ici le sol nu, vous voyez, bien sûr, a une faible valeur de réflectance à une haute valeur de réflectance sur les grandes longueurs d'onde, mais par contre beaucoup plus faible lorsque l'on réduit la longueur d'onde. Vous voyez, donc on voit très bien différencier. Pour l'eau, par exemple, ici, vous voyez, en marron et en bleu pointillé, on voit visiblement que essentiellement la réflectance est limitée seulement seulement un petit peu quand on a des petites fréquences, donc des petites longueurs d'onde, pardon. Et avec les satellites optiques, nous pouvons mesurer les différences de réflectance. Vous voyez, donc ce que vous auriez normalement, ce serait une mesure satellitaire avec différentes gammes de ce spectre chromatique qui va mesurer la force de la réflectance. Généralement, il y aurait au moins le bleu, le vert et le rouge. Et parfois, on a le préhoche infrarouge et il y a plus de bandes également qui sont distribuées le long de cette plage de longueur d'onde.
Et en combinant l'ensemble de ces bandes, nous pouvons créer différentes images ou cartes. Par exemple, la combinaison RGB, donc le rouge, le bleu, le vert, moi ici, on va combiner donc ces trois couleurs et à partir de là, vous aurez un exemple, vous voyez, donc d'une imagerie de Sentinel-2, de la donnée du Rhône, et nous, on peut déjà identifier le fleuve et les autres masses d'eau, par exemple ici, probablement l'étang du Vacarès. Mais extraire automatiquement cette information est difficile. C'est pour cela que nous pouvons utiliser les autres bandes spectrales de l'imagerie satellitaire. Par exemple, si l'on regarde le proche infrarouge, ici, vous voyez que d'autres types de couverture de surface ont une haute réflectance, alors que l'eau a une très faible réflectance. Vous voyez, donc, pour ce qui est de la bande verte, vous voyez que l'eau a une plus haute réflectance, faible par rapport aux autres néanmoins, mais en combinant ces deux bandes, par exemple, nous pouvons avoir un intérêt entre les surfaces avec et sans eau. Vous voyez ici, par exemple, la même image, mais en combinant le proche infrarouge et la bande verte, et on voit la bande spectrale verte, et là on voit très bien que l'on va créer un indice de moins 1 à 1. Donc, c'est le NWI, comme vous savez. Donc, ils vont avoir différents indices, différentes combinaisons de ces bandes ou spectrales où nous pouvons augmenter les contrastes entre différents types de couverture de surface pour pouvoir véritablement automatiquement extraire les informations liées à la surface de l'eau. Les autres surfaces, pardon, et on peut appliquer des seuils, par exemple, tout à ce qui est zéro, et à partir de zéro, c'est de l'eau, par exemple, mais il y a des artefacts tels que les nuages qui vont également créer d'autres valeurs, et donc il y a une inférence nuageuse. On peut voir également que la surface de l'eau n'est pas constante en fonction de la charge sédimentaire, de la végétation aquatique, etc. Donc, cet effet de Treasure, cet effet de seuil doit être adapté, en fait. Et c'est là où, par exemple, l'apprentissage machine peut vraiment améliorer les analyses. Mais avant de parler de l'apprentissage machine, un autre point important, c'est la définition. La définition ou la résolution, la définition spatio-temporelle sont deux aspects très importants, donc, parce qu'il faut trouver un compromis entre les deux. Donc, si on augmente la résolution spatiale, on va augmenter on peut voir ici la différence sur cette image. Vous voyez, par exemple, si j'augmente la résolution temporale, ou la définition, essentiellement, je vais avoir différents satellites qui sont satellitaires, qui ont différentes temps de rotation. Leur temps, chaque fois, certains vont passer une fois par jour, d'autres une fois tous les 2 semaines ou une fois tous les mois. Donc, le troisième aspect de la définition, c'est la résolution spectrale. Donc, de combien de bandes spectrales disposons-nous et donc quel sera notre niveau de détail pour la cartographie. En général, cela veut dire que si l'on augmente la définition ou la résolution, on améliore l'analyse, mais on va nécessiter la gestion de plus de données. Et c'est pour cela qu'il faut parfois trouver un compromis. Et l'apprentissage machine, ceci peut nous aider également dans ces efforts. Le machine learning que vous avez, c'est l'intelligence artificielle qui est un terme très générique. La machine learning, ce sont des algorithmes qui apprennent des patterns et des relations à partir de données pour établir des prédictions, des classifications automatiques et également à partir de nouvelles données. Et par exemple, pour cartographier l'eau ici, ça va nous aider à séparer, par exemple, des pixels hauts, non hauts, identifier des pixels pour mieux identifier des pixels où il y a seulement une partie couverte par de l'eau et une autre part du pixel est couverte par exemple, concernant de la végétation. Comment traiter les informations manquantes, par exemple, le problème de la présence des nuages. Et, par exemple, faire une interpolation, et également intégrer d'autres données telles que les données radar, par exemple. Et on peut également créer un modèle de machine learning, de apprentissage machine avec des flux, des méthodologies plus applicables si on les traite à partir d'ensemble de données globales et avec
on a également une super résolution, bien sûr, qui va augmenter la résolution spatiale, et c'est quelque chose qui est en cours également. Et puis, encore une fois, le upscaling, la montée d'échelle. Donc, ce que l'on apprend en général, c'est que normalement, lorsque l'on a un modèle, vous regardez dans vos réseaux, ça peut être un réseau neuronal ou autre chose, ou ça peut être un système random, hein, par exemple, ou donc un soutien machine vectoriel. Donc, ce qui peut être fait, bien sûr, ce qui est fait, c'est que vous formez le modèle à ces images, des images brutes, avec vous allez étiqueter, hein, dans le cas de la carte, quel pixel est de l'eau, quel pixel n'est pas de l'eau. Donc, le modèle va apprendre, et lorsque vous lui donnez de nouvelles données, automatiquement, le modèle va vous faire une prédiction des pixels eau, par exemple, par rapport aux pixels sol. Donc, ce sont les fondamentaux de la cartographie de l'eau en télédétection et l'apprentissage machine. Maintenant, on va faire les 3 études de cas. On va vous montrer les 3 études de cas qui sont qu'on applique à des systèmes fluviaux. Et dans cette présentation, je vais vous parler des variations d'écoulement pluviaux latérales. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une variation latérale du débit de l'écoulement d'une rivière? Bon, simplement, il s'agit d'une variation de l'étendue de la surface de l'eau dans une rivière liée à des variations de débit. Et ceci peut bien sûr, ça peut être ceci, il peut avoir des variations ici vous voyez, de la surface du chenal principal. Mais on peut avoir, à long terme, voyons, ces variations peuvent entraîner, bien sûr, un déplacement de l'ensemble du lit de la rivière, donc de la morphologie globale de la rivière, et à des événements à court terme, par exemple des inondations ou des crues, vont bien sûr modifier également, vont modifier la zone de la rivière, son voisinage, ses berges, et bien sûr, on va avoir une modification géomorphologique des plaines inondables. Bien sûr, toutes ces variations sont très simplifiées ici. Elles dépendent beaucoup du système fluvial lui-même, mais en général, on peut considérer qu'ils vont donner beaucoup de services écosystémiques. Ils vont ils vont maintenir et créer de l'habitat pour les poissons, pour les plantes, pour les micro-invertébrés, les oiseaux. Bien sûr, ils vont redistribuer les sédiments, l'eau, pas seulement dans la rivière, mais également dans l'ensemble du sol, même du sous-sol. Ils vont créer une atténuation, par exemple, un stockage des crues. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Mais la plupart des fleuves en Europe sont modifiés par les activités humaines, pardon, ce qui vont souvent modifier et réduire en fait ces variations d'écoulement. Vous voyez un barrage ici qui va causer une réduction ou une régulation qui va bien sûr conduire à un écoulement plus régulier et bien du chenal, et bien sûr moins de modifications du chenal, mais l'utilisation de la zone riparienne, des plaines inondables, etc., par le biais d'infrastructures, stabilisation des rives, également vont réduire l'espace de mobilité de la rivière et de son chenal. Et en fait, la construction de levées ou de digues vont déconnecter la plaine inondable de la rivière. Donc, ceci va empêcher le transport de nouveaux sédiments et de gravité dans les zones ripariennes. Ce qui en soi va créer, qui contribue normalement à la fertilité des sols, comme vous le savez, ces sédiments. Donc, ces avantages donc sont importants et il faut les connaître pour les cartographier. Mais à ce jour, il n'y a pas eu beaucoup d'études qui vont spécifiquement essayer de cartographier ceci parce que il faut beaucoup de données pour cela. Et il nous faut de l'imagerie, satellitaire avec une très haute résolution spatio-temporelle pour pouvoir véritablement voir comment l'eau, ce qui se passe en termes de changement de l'eau, donc dans un cours d'eau, dans le but de cette étude. Donc, nous avons
voulons développer une méthode pour cartographier ces occurrences de variation et les traduire en métriques utiles qui vont permettre de cartographier, donc pour travailler sur l'ensemble du réseau fluvial et du réseau. Et pour cela, nous sommes tournés vers les données Landsat, mais on voit que les données sont un peu grossières pour une rivière. Vous voyez, regardez ici, par rapport à ce qu'Isabelle a présenté, il y a des données. Vous voyez, regardez, on voit que la pixelisation est assez grossière. Donc, on a 14 jours de récurrence. Donc, cependant, la résolution temporale, spatio-temporelle n'est pas suffisante. Donc, voyez, pour des petits cours d'eau en France. Donc, nous sommes allés vers Sentinel-2 avec une résolution de 10 mètres, avec une récurrence de 3 à 5 jours, et nous avons amélioré le résultat. Mais bien sûr, est-ce que les données sont prêtes à utiliser? Nous avons considéré que le Dynamic World pouvait être la solution. C'est un système de segmentation en deep learning, segmentation learning, utilisé par Google, qui va permettre de traiter l'ensemble des images, qui va nous donner une classification de couverture des sols probabilistique pour l'ensemble. Vous voyez, ces 9 éléments. Il y a bien sûr l'eau. Donc, nous avons considéré que nous pouvions peut-être simplement utiliser ces données, ces ensembles de données, mais il n'y a pas d'études là véritablement qui vérifie si cet modèle fonctionne pour l'ensemble de toutes les masses d'eau au cours d'eau. Donc, nous avons effectué une analyse et nous avons évalué ce qu'on appelle Dynamic World, pour l'image de Sentinel-2. Donc, ce qu'on a trouvé dans cette étude globale, c'est qu'en fait, ça marche plutôt bien, mais ça marche mieux avec le NDWI, donc l'indice normalisé de différence d'eau. Donc, et voyez, par exemple, si vous avez des questions spécifiques, je ne vais pas entrer dans les détails là, mais n'hésitez pas à poser des questions ensuite si vous souhaitez. Mais donc, cette approche hybride nous permet d'avoir une méthode efficace et évolutive, donc pour cartographier la dynamique de l'eau de surface. Ensuite, nous avons mis ceci dans un flux de Google Engine et nous avons traité automatiquement l'ensemble de toutes les images de Sentinel-2 disponibles depuis un an. Nous les avons agrégées, voyez, pour voir un petit peu l'occurrence de l'eau, donc dans les couloirs de fluviaux pour des périodes données, par exemple. Et nous avons appliqué ceci au bassin du Rhône, en comparaison avec les données d'origine. Regardez ici, voyez, on a vraiment amélioré les détails spatio-temporels, on a plus d'observations et on est maintenant à une résolution à 10 mètres, ce qui est bien sûr bien meilleur que celle de Landsat. Et ensuite, ce que nous avons fait avec ces données brutes, c'est que nous avons nous avons établi un corridor d'eau et chacun des segments, nous avons extrait des métriques et nous les avons agrégés pour pouvoir cartographier l'ensemble du couloir rhodanien avec différentes métriques. Dans le cas des variations actives de chenal, vous voyez, on voit très bien ici, par exemple, où les rivières étaient plus actives ou moins actives, donc dans le bassin du Rhône Méditerranée. Vous voyez, dans le bassin du Rhône, ici, on voit ici, maintenant, dans cette partie, on a des parties de rivières qui sont toujours dynamiques, des tronçons de rivières plus dynamiques. Lorsqu'on regarde les données, on associe, voilà, on a l'Isère dans la partie centrale, elle est très stable, alors que la Durance, par exemple, dans le sud de la France, vous voyez bien que ces variations on peut voir que le chenal n'est pas stable dans le temps. Pour le deuxième aspect des variations, donc la mobilité active du chenal, donc les différences, on regarde un petit peu comment le chenal évolue dans le temps. Je vous montre cet exemple, le résultat a l'air à peu près identique, mais simplement
Dans la partie du sud, le chenal a évolué sur 10 ans, comme vous pouvez le voir, et non seulement c'était seulement le chenal de l'eau, hein, le flux d'eau lui-même, pas la rivière en tant que telle. Et donc, un autre aspect pour les inondations, les crues, qui est un aspect important de ces variations de flux. Voici, la carte a l'air un petit peu différente. Nous avons regardé que depuis 2021, il y a eu des grandes inondations de la Saône en juillet 2021, et on peut voir de nos données les zones inondées, les plaines inondées de la Saône et les champs, également les zones agricoles qui ont également été inondées. Et dans la partie centrale du Rhône, on voit ici qu'il n'y avait pratiquement pas de zone riparienne inondée. Donc, en termes de conclusion, la variation des cours d'eau détermine beaucoup de services écosystémique, mais elles sont souvent altérées par les activités humaines. Il faut donc utiliser la cartographie nécessite des hautes résolutions spatio-temporelles avec une approche hybride qui va nous permettre d'avoir une représentation à meilleure échelle de variations, donc à partir de séries chronologiques Sentinel 2. Et ensuite, nous avons de nouvelles opportunités pour nous informer sur les conditions des écosystèmes fluviaux et sur les aspects spécifiques des restaurations d'écoulement. Et ceci comprend notamment l'étude de la représentativité hydrologique de ces ensembles de données qui vont nécessiter et ce que nous pouvons tirer comme information de ces informations. Nous avons maintenant une session questions-réponses. Merci de votre attention. Thank you very much. Merci beaucoup Léo et Isabelle. C'était super intéressant. Léo, moi j'aurais peut-être une petite question, c'était savoir un petit peu comment finalement toutes ces données très intéressantes peuvent être utilisées dans la pratique comment dire, pour estimer un petit peu quel est l'état finalement de la connectivité latérale d'une rivière par rapport à ce qu'on pourrait attendre de cette rivière dans ce contexte, ou est-ce que ça pourrait être utilisé voilà, pour quantifier un petit peu, avoir un index de la connectivité latérale et de son amélioration après des projets de restauration ou ce genre de choses? Yes, so I mean that is the goal to inform about L'objectif, évidemment, c'est l'objectif de la connectivité latérale des rivières, et bien sûr, est un point très important de l'étude des écosystèmes et de leurs conditions et leurs processus dans les fleuves, ce qui n'est pas beaucoup étudié parce qu'en fait, il faut des données temporelles, un aspect temporel. Donc, ici, vraiment, l'idée, c'est vraiment de créer des métriques le long des cours d'eau et d'élaborer ces cartes afin d'informer sur les réseaux, les parties du réseau où la rivière est plus dynamique, moins dynamique, et où bien sûr, véritablement, c'est d'informer sur cette connectivité latérale sur l'ensemble du cours d'eau. Mais pour cela, il faut, et bien sûr, beaucoup de travail pour traiter les données et pour réfléchir également, parce que la connectivité latérale peut vouloir dire beaucoup de choses, en fait, hein. Il y a également la biodiversité, les stratégies qui sont pour la restauration, par exemple, les objectifs de restauration des systèmes fluviaux européens. Mais ils utilisent des analyses statiques souvent, et donc nous pensons qu'avec ces imageries satellitaires, nous pouvons mieux informer sur ces éléments. Là, ce ne sont que des premières étapes sur la façon dont on peut utiliser ceci. Donc, c'est comment traiter ces grandes quantités de données et d'avoir des modèles qui peuvent le faire. Donc, voilà, nous espérons que dans le futur, nous pourrons développer des méthodes qui peuvent être ensuite utilisées pour directement informer les gestionnaires des rivières, par exemple.
Merci Léo, merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une question qui vient d'être posée dans le chat, qui est finalement, est-ce que, il y a des outils qui commencent à se développer pour les personnes qui ne sont pas forcément expertes en remote sensing ou en intelligence artificielle? Alors, tu as parlé de modèles qui étaient déjà entraînés euh, notamment par le dispositif Sentinel-2. Est-ce que c'est Mhm. des choses qui sont utilisables par les personnes qui ne sont pas expertes ou est-ce que c'est encore finalement réservé à des experts? Est-ce qu'il y a des outils un petit peu simples d'utilisation? I think there are more and more tools out there. So Il y a for de plus en plus satellite imaging, d'outils there is disponibles the pour analyser les Earth images Engine platform satellitaires. Par exemple, il y a la of plateforme de Google, Google, which hein, is Google, relatively qui peut, simple. vous You get, avez for example, from simplement, the par Dynamic exemple, Model, un modèle dynamique, predictions vous allez that avoir you des or prédictions. you Par could exemple, vous pouvez apply by appliquer yourself a normalized vous-même et spectral normaliser test. vos indices d'eau, par But I exemple. think there's also by Mais the European Union l'Union the européenne Sentinel également a un Copernicus système, ou le système Copernic, je platform, crois, la plateforme where you Copernic, can où directly l'on peut download directement these normalized télécharger reference water ces images maps, NDWI, hein, ces cartes where you can then NDWI, separate et vous what pouvez from séparer non-eau. And this is des relatively pixels easy. hauts, non hauts. You need to have Donc, il faut avoir yeah, geo or geography il background faut maybe quand to même treat être un peu géographe, hein, et comprendre un geographical petit peu pour data, but traiter this is ces not as données géographiques. complicated, and Mais ce often you n'est pas can aussi directly compliqué qu'on le download pense, et on peut souvent télécharger the data les données for the normalized pour, reference images, for example. You don't need to les, calculate le this by NDWI. On n'a pas yourself. besoin de le So calculer there's seul. Il platforms y a out there. You souvent can see them in the des chat systèmes here qui vont if you're qui vous interested. donnent ces informations, par exemple. Merci beaucoup, Léo. Il y a une question du coup qui vient d'arriver, qui allait rejoindre une question que j'allais poser. Euh, Au niveau de l'échelle, donc on a vu que sur des grandes rivières, ça s'applique très bien. Mhm. Enfin, tu as parlé, Léo, d'une résolution d'une dizaine de mètres. Donc, est-ce que ça peut s'appliquer à des cours d'eau aussi plus petits ou est-ce que la résolution est encore trop faible, trop grossière pour s'appliquer sur des cours d'eau de rang Strahler plus faible? So the problem is the more you increase Plus the vous en spatial augmente resolution, la the more résolution data spatiale, plus vous you avez have de to données, feed. bien entendu, hein. And Donc, plus there vous are augmentez la some définition, satellites which plus are out there il y a des which provide satellites qui donnent ici higher resolution des data. I want données to de be très haute precise, résolution, which hein. is at 2 to 3 Je crois meters. on And peut there's aller à some 2, 3 mètres. Et some même, commercial il providers y that a provide des prestataires data commerciaux at 1 qui vous meter, donnent but des données then à 1 mètre. the issue is Mais really la question the véritablement, amount of après, c'est data la you can masse de données que vous devez treat. traiter. But yeah, there are Mais bien definitely sûr, maps out certainement, there with il y a fancy des images. existent, mais If tout va you want to dépendre de look ce que only at vous voulez seasonal chercher, data, seulement des annual données data, or if you saisonnières, really want to annuelles, also look ou at si the vous voulez shorter regarder dynamics également les as we dynamiques plus courtes, as we do donc comme here. on le fait ici. But Donc, yeah, of course, bien sûr, definitely de toute resolution is évidence, a limit, la and résolution est une these limite. global Et satellite les programs programmes have then again satellitaires mainly globaux, used à large global, measures such as the Rhône, la on Durance, peut l'Isère. analyser le Rhône, la Durance, l'Isère, par exemple. Yeah, for river such as the Drôme River, La Drôme, it ça already gets devient complicated déjà with compliqué avec rien que la Drôme, ça Sentinel-2, devient for un peu example. compliqué avec Sentinel-2, par exemple. Ok, merci beaucoup. Euh, du coup, on va passer directement à la présentation d'Isabelle. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée, mais on la posera peut-être par la suite pour rester dans le temps. Donc, Isabelle, tu peux partager ta présentation. Merci, Léo. So, thanks. As expected and also Comme announced, we are now annoncé, passing nous allons to passer my field maintenant of à research mon that domaine de is recherche, à non-perennial savoir rivers. les rivières non And pérennes. looking Et on lorsque l'on regarde, having an overview on on fait this faire un data survol system, de but ces also systèmes de focusing rivières, on the mais on va challenge they are posing to the scientific community. réfléchir aux défis qu'elles posent à notre Okay, so let's communauté. start On va from the commencer à definition partir des of définitions non-perennial d'une rivers. rivière non pérenne, un Actually, cours d'eau non pérenne. they are Et il y a, je river dirais, systems des systèmes characterized by the caractérisés absence par of des non-flowing rivers. situations de This means non-écoulement. that Cela qui veut dire together que with the normal par flowing rapport à condition, l'écoulement normal, au débit they normal, experience also il the y a des boundary périodes de condition création de in which the bassins water is dans present lesquels l'eau but est not présente, mais de façon continuously across the river discontinue bed, sur l'ensemble du showing bassin, ponds dans or cut des portion of poches d'eau ou flow des channels. bassins. But Mais il also, y a they également experience the des dry des condition conditions with de sécheresse où le lit est asséché, riverbeds le lit de completely la rivière est entièrement asséché, dry, so without water. sans The eau. identification of these three L'identification de hydrological ces trois conditions is conditions urgent and hydrologiques can be made peut at être both faite scales.
par notre river système de intermittency is riches. very common Donc, c'est and un système widespread. commun qu'on retrouve partout, en And it fait. can be Et caused on both peut by natural l'utiliser. causes, so following the water cycle On of va minerals, suivre la dynamique, but pareil, on peut le also faire en by suivant la dynamique de l'eau, human-induced mais également pressures par such as water on depletion va analyser and for également drinking purpose l'intervention or humaine, telle irrigation que le or whatever. puisage, l'irrigation, etc. Such river systems Ces are, as you systèmes can de expect, rivières, comme highly vous voyez, dynamic sont with très deep dynamiques variability avec both des in space fortes and time. variabilités spatio-temporelles. Now that we have Maintenant que understood a nous bit avons compris un petit peu about what river intermittency ce is, qu'est l'intermittence the question d'une is rivière, la how question to c'est map comment which cartographier portion les of a river portions network d'un experience réseau non-perennial fluvial qui behavior a ce type de and comportement how to et comment monitor le suivre, such evolution in suivre ces times évolutions dans le among temps the three different avec hydrological trois conditions différentes conditions in the river hydrologiques, comme basins. vous l'a dit dans la rivière. Donc, Actually, the en fait, answer, la once réponse, encore again, une is fois, to rely est de s'en on remettre environmental à des data, données environnementales, surveys, but also on robotic des studies, relevés, mais on également des directly systèmes collected de in the capteurs ou field de jauges data. directement sur le terrain. But Mais if we si look nous at examinons water le level niveau, la measurements, mesure de we niveau d'eau, nous realize that they réalisons are vite very qu'ils sparse sont souvent and un peu cannot properly limités et ne peuvent detect, pas for vraiment example, the déterminer les difference that différences qui exists existent between the entre depending or derived rivers, le because we rivière can avec les detect in deep bassins flow all those ou tell avec you le much lit information sec. about Donc, the parce que hydrological ça condition ne nous donne occurring pas in the vraiment d'informations place sur in la which the condition water hydrologique, station is located. donc où se situe la station de surveillance, par exemple. So, Donc, the other sources les autres sources is to rely consiste à on s'en high remettre resolution sur satellite des images, images de like the satellites à ones haute that définition, Leo haute introduced résolution, you, comme that Léo a are mentionné, Landsat, Landsat, Sentinel, and Sentinelle Planet. et That's the Planète, highest qui nous donnent la plus spatial haute resolution. résolution. And Et satellites with synthetic apps les transformed satellites our qui vont ability to nous monitor permettre de Earth's mieux surface dynamics surveiller les dynamiques d'eau de as we say. surface. So, as challenging task, C'est non-perennial une rivers tâche difficile, requires donc innovative les rivières technologies and non pérennes methods nécessitent des that nouvelles should be technologies integrated in et order tout doit to être intégré provide pour vraiment answers and assurer advance in the des research. réponses et des And avancées dans ces in this recherches. framework, Et dans machine ce learning cadre, l'apprentissage perfectly machine, le machine helps learning, in l'apprentissage machine, treating donc data nous and aide à retrieving traiter information les from données et à these récupérer des amounts. informations à partir de ces ensembles de Well, données. so Mais let's discover maintenant, a bit essayons more de voir un on petit peu how comment machine learning le machine specifically learning, has been l'apprentissage used machine a été in the utilisé non-perennial rivers dans framework les to cadres answer des some rivières non pérennes scientific research pour questions. répondre à des questions de recherche So the scientifique. one we will start D'abord, on from va is the partir de questions la of question what de is the global quelle est extent of l'étendue non-perennial mondiale rivers. des So fleuves non we have pérennes. seen that is On a a vu common que ce sont phenomenon, des but phénomènes how communs, spread? mais à quel point sont-ils répandus? Actually, Où starting se from situent-ils? multiple Bien sûr, types il y of a différents data types de and données, et different particulièrement en environmental utilisant des predictors prédicteurs in the category environnementaux of dans la catégorie du climate, climat, hydrology, de land cover, l'hydrologie, geography, couverture du and sol, gravity. géologie, Messenger et morphologie. al. Et donc, Developed a statistical il y a eu method le for médecin et al. Ont produce développé une méthode an statistique qui nous estimate donne une of global estimation river de, intermittency. de l'intermittence Actually, mondiale des rivières. Random Forest is a machine learning Pour model Random Forest, that c'est un works by un using système de many machine learning, un aggregates, modèle which qui is nous an permet de arrays traiter les données that agrégées are et collected qui in sont all the forest toutes les zones to agrégées make qu'on their appelle des prediction. forêts pour And établir so it une acts as prédiction. a Et flowchart donc, c'est of comme un production, graphique, hein, une and it's sorte used d'organigramme to accurately utilisé pour classify classifier or correctement predict ou prédire outcomes. les résultats. In this case, Dans ce the cas, validity index within the cet hypermixer indice, and the donc, hydrological variables cet indice, donc, demonstrated nous to be se the révèle main être predictors of le the principal flow intermittency. prédicteur d'intermittence And d'écoulement thanks et to the de débit. Et donc, correspondence in data grâce à measured la by the random forest, correspondance the utilisée model grâce predict aux données de that Random water Forest, cease to flow donc at les least rivières arrêtent in d'avoir un écoulement 50% of dans the global river 50% network, du meaning réseau de that rivières river mondiales, ce qui veut dire que intermittency is l'intermittence des rivières a sort of est une sorte normal de phenomenon phénomène within normal rivers. dans l'ensemble des rivières du monde. As results, À la we suite de cela, obtain they ils obtained ont an obtenu intermittency map une of carte 20 d'intermittence million kilometers of rivers and sur des streams across millions de the entire kilomètres globe, de with rivières dans probability le of monde, avec une probabilité, voyez, flow ceasing de, flow at least avec une of possibilité one day d'interruption per year.
d'écoulement au moins un jour par an. Pour arriver, pour poursuivre ces études et pour avoir une compréhension interannuelle de ce phénomène, Doll et al. Ont raffiné l'approche de modélisation. Particulièrement, ils ont estimé que les séries spatio-temporelles d'un mois, par exemple, d'intermittence avec une haute résolution spatiale en Europe. Et donc, le résultat de cette étude, donc, voyez ici, ils ont et ceci a permis d'estimer le comportement des rivières depuis 40 ans. Et donc, suite à ces recherches, ils ont examiné plus particulièrement la dynamique mensuelle, pas simplement un survol, une vue générale, mais voir si nous pouvons extraire des séries temporelles ou des séries chronologiques, donc sur les intermittences des écoulements de fleuves. Pour cela, des variables récupérées d'un modèle qu'on appelle le water gap, donc ont été utilisés comme et introduits dans le système de machine learning. Actuellement, les mois ont été classés et prédits en 5 classes sur la base des nombres de jours sans écoulement relevés. Ici, vous voyez, qui sont représentés là, qui ont été représentés dans 5 classes pour un emplacement spécifique. À la suite de ce qui a été fait dans le cadre de rivières non pérennes, Cavallo et al. Ont utilisé des observations satellitaires finalement pour récupérer les occurrences quotidiennes de conditions hydrologiques dans les rivières non pérennes. Et ils ont appliqué cette méthodologie sur une région spécifique de la zone méditerranéenne. Encore une fois, ils ont couplé les données météorologiques avec des données satellitaires de façon à voir véritablement quelle était la relation, par exemple, entre les données de pluviométrie, les niveaux d'eau et les conditions observées et attribuées de façon qualitative. Et ils s'en sont remis, bien sûr, aux données Sentinel-2 qui a une meilleure résolution de 10 mètres. Le système Random Forest a permis de faire cette classification d'intermittence en utilisant des prédicteurs météorologiques et les résultats, vous voyez, a été le suivant, donc une estimation quotidienne des conditions hydrologiques des rivières avec des changements des espaces satellitaires, donc en partant de récurrence de 5 jours et en considérant également que les jours de nuages ne sont pas, il n'est pas possible de voir quelles sont vraiment les conditions de la rivière. Donc, en utilisant Random Forest, ils ont rempli les espaces donc, de ces observations satellitaires. Plus récemment, et ici nous passons à une autre étude, la question a été de comprendre comment suivre les conditions, comme cela a été fait, comme les autres font, mais également comment prévoir notamment prévoir et éviter les sécheresses ou les autres. Et l'étude a été faite sur des approches de 1 à 13 jours. Donc, voyez, l'approche de Harmon-et-al. A été de former, de tester un réseau neuronal qui peut apprendre des caractéristiques tout en mémorisant ce qui s'est passé précédemment. Et particulièrement, ils ont utilisé les réseaux neuronaux à court et longue tige, et donc ils ont également travaillé sur les catégories avec des gradients différents d'algorithmes, et donc il est utilisé spécifiquement pour la prévision. Donc, vous voyez, l'image en bas vous montre la marque de fiabilité
des deux modèles et à leur niveau de capacité de prédiction des résultats ou des situations. En Y, on voit le pourcentage en dessous de cette ligne noire de 20%. On considère que l'écoulement et le débit est en croissance, alors que dans les X, cela nous dit jusqu'où dans le futur pouvons-nous utiliser le modèle, donc de 1 à 13 semaines, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, le résultat a été mis en œuvre sur un site Internet, mais il a été fait pour les États-Unis, mais voici comment il apparaît. Donc, vous voyez, aux États-Unis, et c'est très convivial. Ça vous dit essentiellement les données de positionnement des senseurs, enfin des sondes, et donc ça vous donne également les espaces temporels, les intervalles temporels. Donc, pour vous présenter un autre exemple ici, dans des recherches sur lesquelles je travaille actuellement avec mon équipe à Polytechnique, voici le cadre de la question scientifique à laquelle on essaie de trouver une réponse. Comment pouvons-nous suivre automatiquement les conditions hydrologiques sur la base d'observations satellitaires? Pour cette approche, les images Sentinelle-2, et donc, comme cela a été démontré par d'autres chercheurs, donc, elles contiennent en fait une grande quantité d'informations en lien avec la dynamique d'intermittence de la rivière et que l'on peut utiliser pour reconstruire ce qui se produit dans une portion de rivière spécifique. Pour cela, nous utilisons un réseau neuronal convolutionnel qui reconnaît des patterns et qui va apprendre les relations qui existent. Et donc, nous formons un réseau neuronal conventionnel, un modèle pour mieux analyser les nouvelles images, donc, par exemple celles obtenues avec Copernicus, et pour les classer en 4 catégories qui sont l'écoulement, le bassin sec, mais également nuageux. Et donc, comme vous savez, Sentinel, ce sont des capteurs passifs. Un outil similaire va nous permettre de reconstruire les séries temporelles, et donc ceci nous donne beaucoup plus d'informations sur la fréquence et la durée des périodes sans écoulement. Nous pouvons récupérer des informations comme cette série temporelle ici ou chronologique qui vous montre comment cette portion de rivière a évolué dans le temps, voyez, depuis 9 ans par exemple, mais également comment se faisait la distribution des événements et leur durée de non-écoulement. Donc, et dernier commentaire, je vous dis donc les points suivants. L'intermittence est un domaine tout à fait fascinant de la dynamique des eaux de surface. Et si l'on considère qu'il y a une certaine ambiguïté, on voit que les estimations, on considère que la moitié à peu près des réseaux d'eau dans le monde sont intermittents, mais en dépit de cela, bien sûr, on est souvent, beaucoup d'éléments de rivières non pérennes, par exemple, sont ignorés. Et donc, les données de télédétection et donc les missions qui sont en plus fréquentes, mais possibles, devraient être couplées avec d'autres données et prédictions environnementales pour mieux suivre et prévoir les intermittences. Et enfin, l'apprentissage machine pour combiner les données et améliorer nos approches sont importantes, mais également, encore une fois,
pour généraliser également nos approches. For Et concluding, en conclusion, je actually, dirais what's que next? qu'est-ce qui va arriver And ensuite? Eh bien, actually, en fait, considering si l'on all these considère l'ensemble pieces de of the ces puzzle éléments, together, what's next de is ce global petit, mais implementation of the d'abord, c'est une mise technologies en œuvre for mondiale des having technologies pour obtenir une sorte de for cartographie automatizing actually the procedures automatisée, donc related to en water lien mapping. avec la cartographie And this de was l'eau. all. Et voilà, Thank you. c'est tout. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation super intéressante sur un sujet d'actualité, étant donné l'augmentation de la fréquence des cours d'eau intermittents. J'aurais une petite question, c'était par rapport aux limites de l'utilisation du remote sensing et de l'intelligence artificielle pour justement faire le mapping de cours d'eau intermittents. Est-ce que c'est une solution qui fonctionne suffisamment bien? Est-ce qu'il y a besoin de compléments de données terrain ou d'autres types de données? Est-ce que, voilà, au niveau des limitations de ce type de technique? Mhm. Actually, it depends Tout on what dépend is the scope. du cas, For de example, l'étendue de votre yes, travail, as bien Lucy sûr. previously Bien stated sûr, and pointed out, comme cela a the déjà été dit, il y limits, a des the limites physical limits of physiques satellite des is the spatial satellites. Bien sûr, c'est la resolution. résolution So spatiale. we are Donc, able nous sommes en to mesure see de voir rivers. des rivières. Actually, euh, for the approach pour we l'approche are que nous developing, développons, we focus nous on nous rivers that are concentrons sur des wider than rivières 30 meters qui in ont plus terms de of 30 active mètres de channel. large, But mais since sur les every cours d'eau. Mais pixel is si 10 chaque meters per 10 pixel meters, est we à are 10 par not 10, able to on n'est see pas en mesure de literal voir streams, des for plus example. petits éléments So tels it que des comes bras ou autres, naturally et that donc, ou des petits cours d'eau. satellite Et at this donc, stage à cannot ce be stade, l'image used satellitaire for peut to pas map être utilisée all pour water cartographier bodies tous in les cours general. d'eau en So général, donc c'est pas possible. inner Donc, il limits. y a des limites inhérentes au système. Mais But if we si want l'on to veut have avoir, actually a guess je of suppose, what une is the idée rhythm frequency behavior du as comportement observed and d'intermittence not des just rivières, predicted tant by qu'observation models, et non pas seulement dictée, satellites je can pense que les still satellites give you peuvent a lot of encore vous donner information néanmoins and a lot of beaucoup data. d'informations, So beaucoup the de point données. is, we Donc, nous know that savons que not all the toutes water bodies les could cours be d'eau ne sont seen, pas but at visibles, mais least au we moins, start from nous what we démarrons à are partir de able ce que nous to sommes see and en classify. mesure de voir et de classifier. Regarding instead the En ce qui limits of concerne les using machine limites de learning, l'utilisation we de l'apprentissage actually machine, en fait, users those il y a également les developers have utilisateurs to et développeurs realize doivent bien comprendre that que euh, errors can be les, induced. So if you force des a erreurs peuvent model être to produites. Et donc, generalize a lot of et si data vous allez vous retrouver avec beaucoup de with less données, avec validation moins de or validation peut-être, et um, not strong error checking, si vous n'avez pas de contrôle let d'erreur, know de validation actually des you have to données, be il faut conscious être bien on the conscient error you are des producing erreurs in que your vous allez produire estimates. également ou So voilà, if your des final incertitudes. intent Si votre is to intention, give c'est de data donner des about données sur intermittency, for example, l'intermittence, to comme par exemple policymakers, à des so décisionnaires the error politiques, cannot be peut-être que les erreurs, actually we euh, expect that on pense error que are not les accepted erreurs in a ne market seront pas adoption. acceptées. So the point Donc is le point, always c'est toujours considering the de final considérer use, que l'utilisateur being able final to doit pouvoir actually carefully soigneusement share and spread partager et the results of your distribuer approach, ses or résultats et if you ses need approches. Mais some si vous avez particularly besoin fine-tuned de data, données extrêmement actually they should be précises, beaucoup plus précises, extracted à together with elles doivent être extraites the ensemble avec final intent. l'intention Thank you. finale. Merci beaucoup Isabelle. S'il n'y a pas de questions, on va passer du coup à la présentation de Simone Bizzi. Voilà, Simone, tu peux partager ton écran. Good afternoon. Today, Bonjour, I'm going to, je so first of vais all, tout d'abord, my name is je Simone suis Bizzi. Simone I'm an Bizzi, associate je suis professor at the professeur Department of associé au département de Geoscience, géosciences, University of l'Université Padua, de Padoue, and we have been et working nous on travaillons sur satellite dataset to les monitor river ensembles de données dynamics satellitaires pour analyser les dynamiques de a rivières lot over the last, especially depuis 5, 6 cinq, six years. ans, So de façon my assez intense. presentation will be a Mon little bit exposé of sera un overview petit peu un of survol work that has been de done travail qui a été by fait many par persons, de but you can see nombreux chercheurs, mais vous verrez also some également reference to des publication références à if you want des to have publications si vous voulez more avoir more plus information. And d'informations. Donc,
La première chose qui m'intéresse lorsque je fais ce type de présentation, c'est de donner une idée de pourquoi, tout au moins dans le travail que je vais vous montrer, pourquoi nous voulons comprendre ce que l'on veut comprendre lorsqu'on analyse les données satellitaires. En tant que dans la géomorphologie fluviale, on veut comprendre les trajectoires des cours d'eau. Par exemple, on voit ici à gauche, c'est une trajectoire géomorphologique classique de rivières en Italie, particulièrement dans le centre et le nord. Donc, ce qui se passe dans la deuxième moitié du XXe siècle. Elles ont été draguées, on a modifié, vous voyez, donc elles ont été tressées également, donc vous voyez, et particulièrement, donc vous voyez, et on voit il y a beaucoup de travail qui a été fait pour étudier cela. Si on veut comprendre véritablement comment ce type de trajectoire de rivière sont, bien sûr, ceci doit prendre en compte également les transports de sédiments, par exemple, les transpositions qui se produisent, l'alimentation en sédiments, etc. Il faut identifier ce que l'on appelle généralement dans la littérature le chenal actif, c'est-à-dire que la partie du chenal qui est régulièrement retravaillée, où se fait le transport de sédiments et la végétation ne pousse pas sur une fenêtre d'1 à 2 ans. Donc avec des crues régulières, donc qui peut souvent emporter la végétation et initier un transport de sédiments et modifier bien sûr la géomorphologie. On sait que ces chenaux actifs et leur dynamique en général, on les connaît, donc bien sûr, grâce aux études de trajectoire des rivières. Et pour être en mesure de suivre ce type de trajectoire, traditionnellement, on prend des photos historiques et manuellement, généralement, on établit une carte du canal, du chenal actif, comme on voit ici, comme le Trebbia et le Pô. Donc, vous voyez, donc avec les différentes années de 1954 à 2020, vous voyez donc on voit comment ces fleuves changent dans le temps. Mais ici, on a avec une ou deux photos, une photo dans le temps, généralement, bien sûr, au printemps on a une photographie. Non, vous voyez, donc dans 10 à 15 ans, 10 à 15 ans plus tard, on avait plus de photos et maintenant, on a des images à peu près tous les 3 4 ans. Grâce à ces images, nous avons pu comprendre mieux comment le comportement du fleuve dans les passés récents et comment elles vont se comporter. Ils vont se comporter dans les années à venir. Mais aujourd'hui, grâce aux satellites, on peut réfléchir à l'automatisation de ces tâches et identifier le chenal actif et les transports de sédiments, les modifications, parce que si je dois le faire manuellement, ça prend beaucoup de temps. On peut le faire sur quelques rivières, mais on peut le faire pendant quelques jours, mais ou à une échelle locale, mais à l'échelle globale, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait. Donc maintenant, les données satellitaires sont de plus en plus euh, disponibles et on va l'utiliser. Regardez ici un certain nombre de limitations. Et il y a eu du travail très intéressant fait dans la littérature, Greenberg, de Vancy. On a une citation où on voit ils ont analysé les images Landsat depuis 40 ans pour des rivières du monde et ils regardaient comment, bien sûr, la rivière allait éroder des zones et bien sûr allait abandonner certaines parties de la rivière, d'autres, et ils pouvaient voir l'évolution de la rivière, la vitesse à laquelle ça évolue et à quel point ils pouvaient retravailler sur les zones inondables, etc. Donc, ce travail, véritablement, est un exemple très élégant de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec Landsat. Et c'est bien sûr, ceci ne fonctionne que sur des grands fleuves. Et bien sûr, où on peut cartographier l'eau. Mais maintenant, si on pouvait avoir de l'eau tous les jours, bien sûr, avec les nuages qui ne soient pas une limite, mais donc, si on peut avoir une période bien sûr, si on pouvait avoir ceci, ce serait une très bonne solution. Mais en
en fonction de où on se trouve, on a 2 images sans nuage ou une par mois, parfois aucune par mois, et très peu probable, bien sûr, avec des périodes de 5 crues. Donc, si vous cartographiez seulement de l'eau, vous avez 2 risques. D'abord, vous allez perdre une partie de l'information, et bien sûr, et l'information qui nous manque, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, on ne sait pas combien on a manqué d'informations parce qu'on n'a pas pu faire cette étude. Donc, en 2024, nous avons publié cet article avec Patrice Carbonneau où nous avons proposé un système de classification qu'on applique à une échelle globale. Et comme vous pouvez voir ici, à droite, nous pouvons cartographier non seulement l'eau en général, mais on peut également discerner l'eau de rivière que l'on voit ici en bleu clair sur cette première colonne de l'eau de lac qui est verte. Donc, on peut faire différence entre des masses d'eau statiques et des rivières. Ce n'est pas basé sur des pixels, hein, c'est un système deep learning où la forme de l'objet est également est prise en compte dans le système de classification pour discerner différents types d'eau. Donc, et, et lorsque l'on a du bleu ciel, nous ajoutons des sédiments qui sont rouges que l'on voit ici, par exemple, hein. Donc, essentiellement, nous sommes en mesure de cartographier les cours d'eau, les sédiments, la masse d'eau inerte, etc. Donc, et bien sûr, on- notre, ce que nos collègues précédemment insistaient sur un point, donc un des points les plus importants que j'essaie d'enseigner à mes étudiants, c'est bien sûr, c'est très facile de générer une classification, mais tout le travail concerne essentiellement de comprendre comment faire cette classification, donc les éléments d'incertitude, etc., mais comment ça marche, quand ça marche et quand ça marche pas. Si la classification est correcte, vous pouvez, elle n'est pas parfaite, vous pouvez l'acheter parce qu'elle n'est pas, voilà. C'est une chose importante lorsque l'on voit un travail fait avec du satellite. Bien ici, et on ne peut pas aller trop dans les détails, mais vous pourrez trouver toutes les informations sur la précision. Ça, c'est important. Une fois que nous avons été en mesure d'automatiquement identifier les eaux de rivière, qu'on va les séparer des nappes phréatiques et des lacs ou des eaux statiques, très bien, ou des sédiments. On va maintenant classifier ces éléments parce que plus ou moins, on peut, bien sûr, particulièrement en Europe, on dispose d'informations et chaque mois, on va classifier le chenal actif. Et sur un an, on peut créer véritablement une enveloppe de l'ensemble des classifications mensuelles du chenal actif et ce sera la première estimation d'un chenal actif. Pour vous donner plus d'exemples concrets, ce que l'on voit ici, c'est le Po, le fleuve Po en Italie, qui est une des plus grandes rivières des fleuves d'Italie. Et vous voyez ici différents types. En blanc, ici, c'est l'orthophoto faite manuellement par les hommes, hein. Et ici, vous avez en jaune le seuil 1, violet le 6, et en rouge le seuil 12, où on va aller vers le seuil 1 veut dire si un pixel est classé sur un mois comme de l'eau de rivière ou du sédiment, je vais le garder dans le chenal actif. Le 6, seuil 6, ça veut dire que le pixel doit être classifié comme eau de rivière ou sédiment de rivière au moins 6 fois. Donc, c'est plus conservateur. Mais de cette façon, vous réduisez les erreurs de classification de mois en mois. Donc, vous allez limiter, bien sûr, le nombre de classificateurs. Donc, de cette façon, vous exploitez la richesse de la classification mensuelle pour générer différents types de casques ou de masques de chenal actif. Maintenant, si vous voulez, il y a un article qui a été publié récemment, encore une fois, qui peut parler de tout ça. Une fois que vous avez le chenal actif, à ce moment-là, nous ajoutons une étape supplémentaire et vous pouvez regarder le changement de position du chenal actif. J'ai peut-être oublié de vous dire une chose importante, ces modèles que vous voyez ici
fonctionne avec les données Sentinel-2. Donc, une résolution à 10 mètres dans le visible ou le proche infrarouge. Et la plupart du travail qu'on analyse, les archives historiques, c'était du Sentinel-2 à partir de 2017 à 2025. Donc, on commence à avoir 8 ans de données. Bien sûr, on ne peut pas revenir en arrière 40 ans, bien entendu, mais on a une résolution à 10 mètres. Donc, ceci va dépendre, bien sûr, de ce que l'on veut faire. Donc, pour chaque année maintenant, nous pouvons cartographier le chenal actif et voir comment il évolue dans le temps. Ce que l'on voit en bleu dans ces différentes images et en violet, c'est l'âge de désactivation. Désactivation veut dire la zone où le channel actif se situait 2 ans, 5 ans ou 7 ans auparavant. Alors que ce que l'on voit en bleu, ce sont les zones qui ont été conquises par la rivière, les zones qui ne faisaient pas partie du chenal actif, vous voyez, de 1 à 7 ans, et qui fait maintenant partie du chenal actif. Nous pouvons automatiquement cartographier où va la rivière. Et bien entendu, ce que l'on voit sur ces graphiques ici, vous voyez, avec ces graphiques en barre, le bleu, c'est la période d'activation, le violet, c'est la déactivation. Et vous voyez ici, Reach, ce sont les tronçons, pardon, c'est les 2-3 kilomètres de longueur de rivière, homogène de préférence, le long de tout du fleuve Pô. Donc on part de Turin jusqu'au delta du Pô. C'est à peu près 530 kilomètres où nous avons du chenal actif. Et si vous le faites manuellement, bien sûr, ça prendrait des mois et des mois. C'est très ennuyeux à faire. Et donc, alors que là, vous pouvez également, maintenant, si le chenal actif s'élargit ou s'il se rétrécit, par exemple, on peut le détecter également. Il est intéressant de voir également qu'on a trouvé une bonne corrélation entre ce que l'on appelle une approximation de la morphologie de géomorphologie de la rivière. Donc, c'est l'indice de tressage, hein, ce qu'on appelle le ratio entre le sédiment et l'eau. Donc, si un pixel est classifié non pas comme sédiment, mais essentiellement comme eau, on a un ratio. Donc, et s'il y a plus de chenal, plus de branches avec le tracé, donc on va calculer automatiquement à partir du satellite. Et la zone d'activation et de désactivation est également calculée. Donc, essentiellement, en utilisant ces données satellitaires, on peut caractériser le type de rivière. On peut également prédire la dynamique en termes d'activation et de désactivation. Donc, bien sûr, avec les éléments d'incertitude. La partie intéressante, bon, on n'a pas le temps d'aller trop dans les détails, mais si vous regardez le confinement, c'est un confinement artificiel. Ça nous dit, donc, plus il y a de confinement artificiel, plus il y a de régularité. Et bien sûr, ceci va simplifier la morphologie de la rivière. Donc, le ratio sédiment eau est plus faible. Ici, nous avons également en bas, nous avons également à gauche, nous avons ces relations, par exemple ici et là, où de toute évidence, il y a un lien direct. Le niveau de sévérité de la dynamique et le volume de débit. Et le débit, en fait. Et donc, vous voyez ici, et bien sûr, c'est intuitif, bien sûr, entendu, mais la beauté de cette approche, c'est qu'on peut la quantifier pour différents tronçons de rivière, donc pour un grand fleuve, s'entend. Hein. Nous travaillons également, ça c'était également fait également, si vous voulez plus de détails, vous pouvez les trouver là. Ce travail ne fait pas publier, mais ceci vous donne une idée de ce que l'on peut faire avec ce type de classification. Vous pouvez commencer à regarder
les processus au sein du chenal. Par exemple, si vous regardez l'historique, si vous regardez ici du 1er janvier 2019 à la fin de 2022, vous voyez, si un fleuve était simplement en sédiment ou si c'était simplement du sédiment, c'est de l'eau ou l'inverse, bien sûr, où il y avait de sédiments et colonisé par la végétation, par exemple, etc. Donc, si vous jouez avec l'historique des pixels et avec les différents critères, n'oubliez pas que vous avez une information pixelaire tous les mois. Vous pouvez euh, mapper, cartographier, donc par exemple le retrait des rives, l'érosion des barres, la disparition de la végétation, l'apparition des barres de sédiments ou l'accrochage de la végétation. Donc, voici un exemple de ce que l'on voit, c'est l'utilisation de notre méthode. Ce que l'on voit, c'est en noir, c'est l'enveloppe du chenal actif sur les 32 ans. Vous voyez, donc voilà, on voit c'est une rivière en tressée, donc avec plusieurs chenaux, et donc on n'a plus des fréquences qui évoluent d'année sur l'autre. Et donc c'est juste un exemple de simplement ici, c'est pour vous montrer la richesse de ces informations que ce type de classification et ces données satellitaires que nous avons. Donc, mais très souvent, le vrai problème, ce n'est pas la disponibilité de l'information, mais notre capacité à exploiter, à analyser, à générer, et avec avoir de l'information et de la connaissance. Et ceci, bien sûr, nécessite beaucoup de compétences d'analyse de données. Avant, c'était purement une science descriptive. Maintenant, c'est bien sûr une science pilotée par les données, ce qui est une bonne chose, mais qui est également dangereux. Donc, c'est quelque chose, en tant qu'étudiant, vous devez réfléchir au fait que vous avez besoin de plus de compétences d'analyse de données, mais vous avez également besoin de toujours valider ces données avec le maximum de résolution possible. La limitation principale de tout ce que je viens de vous montrer, c'est que ceci est basé sur Sentinel-2 et donc on peut travailler sur des bases de 8 ans. Maintenant, nous avons pratiquement terminé. Nous étendons la même approche que ce que vous avez vu et avec Landsat. Et ici, on veut apprendre à partir de Deep Learning parce qu'on ne classe pas le Landsat, mais on va créer un faux Sentinel-2 à partir de Landsat. Voici un exemple de faux Sentinel-2 que l'on voit sur cette image. Et nous avons appliqué nos algorithmes, bien sûr, sur le faux Sentinel-2. Et encore une fois, nous appliquons ces approches de suivi en Italie et nous avons également de la collaboration qui commence avec, avec d'autres personnes pour tester ces modalités en France également. Voici un exemple ici des outils que nous développons pour exploiter tout cela, donc également mais donc pour utiliser ces types d'informations. Donc ce n'est pas seulement dans le domaine de la science, ça peut être utilisé pour la gestion des rivières. Simplement, quelques diapos pour vous dire plusieurs choses. D'abord, visiblement, j'ai peu de temps, je dois vous donner juste une idée de ce que nous faisons, un survol. Ce type de travail prend beaucoup de temps, même et il faut de la coopération pour évaluer la certitude, la crédibilité, la fiabilité de ces chaînes d'analyse. Ceci prend énormément de temps et de ressources. Particulièrement si l'on veut appliquer ceci globalement, si l'on peut
à appliquer la même classification dans différentes parties du monde, nous avons besoin de normes communes et nous avons besoin d'ensemble de données communes pour les validations. Bien sûr, il faut de la validation d'ensemble de données utilisées par d'autres disciplines, mais ça n'existe pas encore pour les cartographies des rivières. Et donc ça, c'est un point très, très important, un effort très important à faire dans le futur, de façon à ce que différentes classifications peuvent être utilisées sur sur différents types de données satellitaires notamment. Une autre chose à mentionner, nous travaillons beaucoup sur les réseaux de sédiments et les modèles de transport des sédiments avec différentes échelles. Et nous arrivons à simuler le transport de sédiments dans chaque tronçon de rivière, d'où viennent les sédiments, le granulométrie, les flux, etc. Et pourquoi est-ce que je mentionne ceci? Parce que il faut bien comprendre comment les sédiments sont transportés sur un réseau fluvial, c'est important. Et dans le passé, souvent on le découplait trop de l'étude de la morphologie des rivières. Donc, maintenant, il y a des gens qui étudient les transports de sédiments dans la rivière ou comment la rivière change dans le temps, mais les deux choses ne se rejoignent pas. Donc, et dans le futur, c'est exactement où nous devrions aller. Donc, on peut maintenant faire de la cartographie de changements morphologiques et ensuite, nous pouvons également déterminer les flux de sédiments. On peut avoir des données de transport de sédiments et ces deux informations, ces deux éléments, le changement morphologique et l'information de transport des sédiments, doivent être en dialogue. C'est la seule manière alors où nous pourrons élaborer ces preuves et nous pourrons comprendre ce qu'a été la trajectoire de la rivière dans le passé et pouvez prévoir ce qui va advenir donc dans les flux de sédiments dans ces périodes de changement climatique. Je voudrais simplement terminer en vous disant que pour nous également, il s'agit d'un point important. C'est quelque chose qui est déjà faisable. On a les outils pour travailler. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas plus rapidement ou pourquoi pas encore? Essentiellement pour des problèmes liés à des problèmes de ressources et de temps et des contraintes de temps. Mais pour aller dans cette direction, nous disposons de pratiquement de tout ce dont nous avons besoin. Il faut juste plus de recherche dans cette direction. J'en ai terminé, je vous remercie. J'aurais une petite question, Simonet, c'était par rapport à la place de l'intelligence artificielle finalement dans la recherche sur la géomorphologie fluviale. C'est-à-dire, bon, tu mentionnes que ça consomme beaucoup de temps, par exemple, ce genre d'analyse. Mais est-ce que ça nous fait aussi gagner beaucoup de temps? Est-ce que l'intelligence artificielle va être de plus en plus pratique et finalement dominer un petit peu, voilà, en tant que technique dans la science sur la recherche des rivières, ou est-ce que ça ne pourra pas non plus faire tout le travail et il y aura besoin de types de techniques complémentaires? Voilà, peut-être un petit mot là-dessus. Très bonne question. L'intelligence artificielle, bien sûr, transforme radicalement beaucoup de sciences et de sciences des rivières. La science des rivières ne fait pas exception. Ça se produit, mais quelques commentaires de mon côté. Tout d'abord, je n'aime pas ce mot intelligence artificielle. Je préfère l'apprentissage profond, deep learning, hein, parce que ce n'est pas en soi intelligent. Encore, c'est de la haute puissance de calcul, c'est tout, ou de traitement de données, c'est traitement massif de données. Mais certainement, ça nous crée des occasions, il faut l'utiliser, mais nous devons toujours, par exemple, l'intelligence artificielle, les modèles de Deep Neural Network nous donnent des bons résultats, mais
on ne sait pas pourquoi. Les branches, donc on ne sait pas en fait quels sont les critères qui leur permettent de classifier ou les modèles qui est utilisés pour prédire le comportement de la rivière. Par exemple, nous travaillons actuellement sur la modélisation de modèles qui utilisent les anciennes trajectoires pixelaires pour prédire les nouvelles. Supposons que ça marche. On ne sait pas pourquoi. Et c'est le pourquoi qui est fondamental pour nous dans la science. Donc, le résultat, une branche importante de l'intelligence artificielle, c'est seulement de créer un modèle pour voir comment votre modèle artificiel travaille, quels sont les critères que le modèle utilise. Tout ceci peut être un peu troublant, peut-être, mais c'est une opportunité, mais ce n'est pas tout. Ce n'est c'est qu'un outil puissant qui doit être intégré avec la connaissance et les essais de nos propres hypothèses pour voir comment le système fonctionne en termes d'équations et de compréhension. C'est inévitable, sinon ça peut devenir très dangereux si on n'a pas la connaissance de comment, du pourquoi en fait. D'accord, merci beaucoup. Et moi, j'ai une question de curiosité. Vous avez parlé de vous n'avez pas utilisé pour votre nouveau enfin papier en cours, vous n'avez pas utilisé les images Landsat et vous avez créé Fake Sentinel-2, donc quelque chose comme ça, et pour appliquer après enfin, du machine learning. Et du coup, je voulais savoir et comment, en particulier, comment vous avez pu créer ces Fake Sentinel-2 et l'approche que vous allez comment appliquer après du machine learning, ça sera pixel-based machine learning ou enfin je sais pas comment genre sur quelle base vous allez appliquer votre machine learning. Merci. Maybe if you can translate the second part. The first part, I'm okay. If you can just translate the final part of the question, please. Yeah, the final part was more about La seconde partie, c'était plus the machine learning that you're going to apply. le machine learning que vous allez appliquer. Donc, c'est un Fake Sentinel-2. Est-ce qu'il sera basé sur des pixels ou est-ce qu'il sera basé sur d'autres paramètres pour appliquer ceci? Okay. Thank you, Merci. Gloria, for this question. Merci pour cette question. So, Donc, the reason la why raison pour laquelle we nous decided avons to décidé create de fake créer Sentinel-2, un faux Sentinel-2 un fake from Sentinel-2 à partir de Landsat, because c'est the parce que training of our la- algorithm l'entraînement de required 1 l'algorithme year's nécessite work, un an de and a huge travail amount of et data énormément de that then données was qui ensuite étaient in different period sur différentes updated, périodes, fine-tuned. donc qui So devaient être, où les données devaient être to raffinées. create a new Pour créer un model was a nouveau modèle, huge work ça nécessitait beaucoup de first. travail d'abord, And et second, ensuite, we wanted to nous have voulions a avoir model un that modèle could qui analyze pouvait analyser Sentinel-2 and Landsat together. Sentinel-2 et So Landsat you need to ensemble. Il harmonize faut these two harmoniser datasets ces deux anyway. satellites, ces systèmes, And anyway, when quoi qu'il you en soit. are Donc, lorsque looking at l'on river examine la trajectory, trajectoire des rivières, so how active channel comment change le over chenal time, actif évolue dans le temps, of course you are bien looking sûr, for on veut bien accuracy, sûr de la but précision, what is more mais ce qui est plus important for this important type of pour ce type analysis is d'analyse, c'est consistency through la time. cohérence dans le So temps. even if the model Donc, has même si le 20% of modèle error, a but the 20% error is de always the défaillance, mais same l'erreur est toujours la même from de your first votre period to your last première période period, à la dernière période, that is an alors c'est un advantage, and the avantage. C'est-à-dire que trajectory la trajectoire increasing or qui va decreasing augmenter ou is consistent. diminuer, c'est cohérent, c'est And so consistant. this is the Et reason donc, why we c'est la raison said pour we are laquelle on going to dit qu'on use va the same utiliser model le même and we are modèle going to et l'on have a va fake on va créer Sentinel-2 un faux for Sentinel-2 this reason. pour cette And raison. instead, the second part of the La deuxième question partie de is votre question concerne no, our model is not notre modèle n'est pixel-based, pas basé sur des is pixels, CNN, so c'est it's un a convolutional CNN, neural c'est un network réseau based on neuronal a specific means of convolutionnel, analysis. comme vous savez, qui est spécifique à So ce type it is d'analyse. able Il est en to mesure use properties d'utiliser related to des shape. propriétés liées à la forme. But here Mais ici,
C'est intentionnellement, généralement, mais c'est partie de la réponse que j'ai donnée précédemment. Certainement, le modèle examine certaines propriétés aspects de forme, mais quelles sont les propriétés de ces formes? Ça, c'est inconnu, encore une fois. Tout simplement parce que vous devez interroger le modèle pour le comprendre. Donc, et de toute évidence, ceci est lié à l'ensemble de données utilisées pour la formation. Mais certainement, c'est également permet de comprendre comment les pixels sont organisés dans différentes fenêtres d'analyse. Et ensuite, vous avez des attributs de forme qui va vous permettre de faire la classification. Ok, merci beaucoup, Simone. Du coup, on va terminer.